cette conférence sur la grosse hernie discale du sujet jeune. L'équipe adulte ici présente a fait un gros travail. Donc, la hernie discale, c'est un problème majeur de santé publique avec un retentissement professionnel qui est très important. Elle concerne la population adulte jeune entre 18 et 45 ans qui est active avec souvent un accident post-traumatique secondaire à un faux mouvement. La définition de cette hernie discale massive, c'est une hernie qui occupe plus de 50% du diamètre antérieur-postérieur sur une coupe axiale T2 en IRL. Une autre définition peut être adoptée, c'est l'arrêt complet sur la séquence myélo-IRL. Donc, sur le plan clinique, la hernie discale se traduit par un syndrome rachidien associé à un syndrome radiculaire. Sur la vidéo, on note une raideur rachidienne chez ce patient associée à une attitude scoliotique. Les signes les plus sensibles de cette pathologie sont le signe de la SEG homolatérale, la topographie radiculaire de la douleur et la sciatique qui est plus forte que la lombalgie. Les signes les plus spécifiques sont la parésie, la myotrophie musculaire, l'abolition d'un réflexe et le signe de la SEG contralatérale. La radiographie standard est utile et nécessaire au cours de cette pathologie. Elle recherche essentiellement une raideur et une attitude scoliotique. Elle nous permet aussi de rechercher des signes d'instabilité qui sont attestés par une anantélesthésie supérieure à 3 mm ou une syphose supérieure ou égale à 5 degrés. L'IRM, c'est le gold standard comme bilan préopératoire, confirme le diagnostic positif de cette hernie discale. Elle va nous permettre de l'étudier sur le plan topographique et volume. Les séquences myélo sont utiles pour montrer l'arrêt du produit du liquide céphalorachidien. Je passe la parole au professeur Mestiri qui va nous parler de 5 cas cliniques. Alors, pour bien enraciner cette problématique, nous avons choisi les 5 cas cliniques suivants qui illustrent bien tout notre questionnement concernant cette pathologie. Un homme de 19 ans, travailleur de force, chauffeur de tracteur, qui se présente depuis 6 mois avec des lombo-sciatiques S1 à bascule, sans aucun facteur déclenchant. Son périmètre de marche au bout de 6 mois est devenu de 100 mètres, un syndrome rachidien très important et la SEG serrée. La syphose sur la radio standard et la grosse hernie discale confirment cette pathologie. Un deuxième cas d'une lycéenne de même âge, 19 ans, lombo-sciatique de L5 évoluant depuis 2 mois, de survenue brutale et rebelle au traitement médical. Avec une notion de fuite urinaire, on ne pouvait pas attendre plus longtemps. La marche se fait en antéflexion avec une attitude scoliotique et effacement de la lordose, un LASEG à 20 degrés, pas de déficit sensitivo-moteur et pas d'anesthésie en C. Le troisième cas clinique, c'est un patient de 45 ans, ouvrier maçon, qui se plaint de lombosciatalgie droite depuis 4 ans, partiellement amélioré par le traitement conservateur médical. Et depuis quelques mois, le patient présente une claudication radiculaire avec une importante réduction du périmètre de marche, une incontinence urinaire, un syndrome rachidien franc, un LASEG à 30 degrés sans déficit sensitivo-moteur. Son imagerie montre pourquoi, devant la présence de cette grosse hernie discale, ce patient souffre depuis 4 ans. Même patient, moins âgé, 36 ans, ouvrier maçon, qui souffre depuis 2 ans d'une sciatique à bascule L5, avec un important syndrome rachidien. C'est la vidéo qu'on vous a montrée tout à l'heure. Son périmètre de marche est intérieur. 2 ans d'arrêt de travail, tout à fait parlante de la raideur rachidienne, de la déformation du rachis, du pincement discal, grosse hernie discale. La 5e patiente, c'est notre femme tunisienne de 42 ans, multipare, qui se plaint depuis 18 ans, avec une lombosciatique L5 droite depuis 14 ans, concomitante à son dernier accouchement. Et depuis 1 semaine, cette patiente fait une extension de la symptomatologie du côté gauche. Le traitement est inefficace avec une sciatique hyperalgique, claudication radiculaire, périmètre de marche intérieur. La station est même impossible avec un LASEG serré et un début de déficit sensitivo-moteur côté à 2 sur L5 à droite et à gauche. Que faire d'abord pour le patient et comment être convaincu de ce qu'on a fait?
Première question, jusqu'à quand prolonger le traitement médical et quel est le rôle de la musculature dans la pérennité de l'amélioration sous traitement? Deuxième question, sommes-nous en droit de traiter médicalement les patients chez qui nous détectons un début de signe de déficit neurologique, queue de cheval ou radiculaire? Troisième question qui se pose à nous, dans la hernie discale massive du sujet jeune, quelle est la place véritable du traitement médical conservateur? Devant l'association d'hernie discale massive et d'instabilité, est-ce que la hernie discale massive peut être responsable de récidive hyperalgique? Est-il justifié et sécurisé d'adopter une attitude expectative le temps que les symptômes s'estompent? Est-ce qu'une simple dissectomie peut régler le problème à court terme et à long terme? Et quelle est la place de l'arthrodèse intersomatique devant cette discopathie grave? Je pense que pour toutes ces questions, une étude bibliographique qui va être présentée par le Dr Mahlouf va nous avancer dans la réponse à ces questions. La hernie discale revêt plusieurs formes, soit d'une simple protrusion ou d'une hernie séquestrée, migrée ou non, ou une hernie transligamentaire séquestrée ou non. Ces différentes formes anatomopathologiques vont se voir à l'IRM ou au scanner sous différentes formes, notamment le bombement, la protrusion, l'extrusion et l'exclusion. La physiopathologie de la douleur au cours de la hernie discale, elle est la conséquence de deux mécanismes. Un premier mécanisme de compression mécanique de la racine et un deuxième mécanisme chimique inflammatoire dû aux prostaglandines. Le schéma de droite résume un peu ces phénomènes inflammatoires. Le contact entre hernie discale et espace péridural ou épidural va entraîner une réaction immunologique avec apparition d'une néovascularisation qui est bien visible sur l'IRM injecté et l'apparition de macrophages à ce niveau va entraîner la sécrétion de différents facteurs, notamment l'interleukine et le TNF-alpha qui vont activer des protéases et la dégradation discale, et la sécrétion de prostaglandines qui sont responsables de souffrance radiculaire et de douleur. La hernie discale massive ne signifie pas forcément un risque de queue de cheval et n'est pas synonyme à un traitement chirurgical. Le traitement conservateur médical garde toujours sa place et peut être adopté de façon sécurisée s'il y a absence de signes du syndrome de la queue de cheval. Si le patient est éduqué sur l'urgence de l'apparition de ces signes et bien sûr le consentement éclairé et le choix propre du patient pour une attitude non chirurgicale. Plusieurs études ont étudié la résorption de la hernie discale, comme cette étude britannique de 2010 qui a montré une réduction d'à peu près 64% du volume de la hernie discale au dernier recul. Deuxième étude rétrospective britannique, quant à elle, elle a en plus montré que plus le matériel est volumineux et exclu, plus il y a tendance à la résorption. La récidive peut concerner le traitement médical. Suite à une amélioration transitoire, il y a récidive de la symptomatologie avec persistance de l'image radiologique. C'est la hernie non résorbée. Les consensus retrouvés à la bibliographie sont de passer au traitement chirurgical si le traitement conservateur est inefficace au bout de 12 semaines, ou bien s'il y a apparition de troubles neurologiques, et dans ce cas, la chirurgie devient urgente, soit dissectomie, soit arthrodèse. La récidive au cours de la hernie discale est surtout en post-opératoire et est l'apanage de la dissectomie. Le taux de cette récidive est différent selon les séries, 7,9% selon Porter et 13,4% selon Shi-On-Kim. La récidive, elle est le plus souvent asymptomatique. Lebo, dans son étude, a montré que le taux des récidives était de 25% radiologique versus 10% clinique. Deux méta-analyses réalisées en neurochirurgie par l'équipe de Baltimore ont montré que les récidives diminuent par dissectomie agressive avec curetage du plateau hernier, du disque hernier, et que cette attitude chirurgicale augmentait le taux de lombalgie à long terme. La grosse hernie discale s'accompagne souvent d'une perte de l'espace intervertébral, avec instabilité qui peut causer des lombalgies chroniques. Exclure un gros volume de matériel discal hors de son espace naturel expose un dysfonctionnement mécanique de l'unité vertébrale. En conséquence, il y aura des lombalgies, des sciatalgies traînantes à long terme, avec baisse de la performance régionale lombaire. Cette instabilité est un souci majeur pour les chirurgiens dans la prise en charge
des grosses hernies discales du sujet jeune. La musculature représente un élément protecteur majeur dont il faut toujours tenir compte et l'attitude actuelle, c'est de régler définitivement cette fracture discale par une arthrodèse de l'étage atteint. Plusieurs techniques sont proposées pour atteindre ces objectifs, notamment l'excision du matériel discal hernié, l'avivement des plateaux vertébraux, l'interposition d'une greffe intersomatique par cage en bonne position et la synthèse de protection pour l'arthrodèse. Les bons résultats de l'arthrodèse exposent aussi aux complications chirurgicales habituelles. Cette arthrodèse exige une technique de correction parfaite de la lordose lombaire. Et il y a un risque d'exposition et de surcharge mécanique, surtout sur l'étage sous-jacent. Donc, le risque de syndrome adjacent est réel avec l'arthrodèse, avec des récidives douloureuses. Les études comparatives des résultats à long terme entre dissectomie simple et arthrodèse se multiplient dans la littérature et la controverse reste toujours entre ces deux techniques. Le retentissement de chacune de ces deux techniques sur l'équilibre sagittal est le principal sujet de réflexion. Donc, ces complications sont surtout un syndrome adjacent pour l'arthrodèse et un déséquilibre sagittal pour la dissectomie. Cette étude de 2020 concernant 144 dissectomies et 123 arthrodèses par TELIF a montré qu'à 5 ans de recul, dans la dissectomie, il existe la complication de la récidive qui est fréquente et au contraire, pour l'arthrodèse, c'est le syndrome adjacent. Les mêmes constatations ont été aussi retrouvées dans cette étude japonaise de 2006. Il ne faut jamais oublier que la chirurgie rachidienne n'est pas dénuée de risques et de complications. Il faut toujours avoir à l'esprit ces complications, notamment les complications neurologiques, paralysie post-opératoire dues à un hématome, étirement ou blessure d'une racine, la brèche durale avec céphalée, pseudoméningocèle et hématome intracrânien, les complications septiques et surtout, il ne faut jamais oublier les complications vasculaires qui peuvent se voir lors des dissectomies. Je passe la parole à Dr Haboubi pour nous présenter la série du service. Donc, nous allons vous présenter la série du service. C'est une série préliminaire incluse dans un travail qui sera multicentrique portant sur les grosses hernies discales du sujet jeune. C'est une étude de rétrospective descriptive longitudinale avec un recul minimum de 5 ans, faite au service adulte de l'Institut Mohamed Khassab d'orthopédie. Les critères d'inclusion étaient un âge inférieur à 45 ans, des patients répondant à la définition de la grosse hernie discale du sujet jeune, avec dans leur dossier une imagerie en groupe au minimum. Le traitement, il pourra être médical, dissectomie ou une arthrodèse postérieure. Et nous avons inclus les instabilités, les signes neurologiques et les canaux lombaires étroits. Les dossiers incomplets ont été exclus de cette série. Donc, en total, nous avons inclus 48 patients avec un sexe ratio de 1,18, 26 hommes pour 22 femmes. L'âge moyen était de 36 ans, 9, et l'évolution moyenne de la symptomatologie était de 34 mois avant le traitement. La lombocytalgie type L5 était prédominante pour les signes cliniques à 64,5% des patients. Nous avons aussi retrouvé une claudication neurogène dans 54% des cas, des troubles vésico-sphinctériens dans 14,5% des cas, et nous avons retrouvé un déficit sensitivo-moteur dans 27,08% des patients. Maintenant, pour l'imagerie, nous avons retrouvé un passement discal dans 58,3% des cas, et même un vide discal dans 6,25% des cas. Un spondylolisthésis a été retrouvé dans 10,4% des cas. Il était stable dans 60% des cas. Une arthrose interapophysaire a été trouvée dans à peu près 20% des cas. Pour le canal lombaire étroit sur l'imagerie en groupe, nous avons retrouvé 27% de canal lombaire étroit, L4, L5, dans plus que la moitié des cas. 3 groupes de traitement. Le traitement médical a été fait pour 11 patients. La dissectomie a été faite pour la moitié des patients, 50% des cas. Et l'arthrodèse postérieure par PLIF a été faite pour 27,08% des cas. Nous avons retrouvé 6 complications.
4 parésies transitoires post-opératoires, une brèche et un sepsis qui a été jugulé avec un drainage précoce. Donc le recul moyen était de 9,17 ans. À 3 mois, nous avons trouvé un patient souffrant de lombalgie et 5 patients, donc 10,4% des cas souffrant de lombalgie pour tout traitement inclus. À 2 ans, les lombalgies s'accroissent avec 14% des cas et les lombocytalgies aussi avec 14% des cas. À 5 ans, les lombalgies prennent 18% des patients et les lombocytalgies pour le quart des patients. Donc, à 3 mois, nous retrouvons 12,5% de récidive pour les dissectomies, alors qu'aucune récidive, ni lombalgie, ni lombocytalgie pour le traitement médical et le PLIF. À 2 ans, la dissectomie, elle a 25% de récidive avec une reprise par PLIF. La PLIF, on retrouve 2 cas de récidive et pas de récidive pour le traitement médical. À 5 ans, la dissectomie, le taux de récidive, il est à 29,16% des cas. Pour la PLIF, il est à 12,5% des cas. Et pour le traitement médical, il est à un patient qui a été repris par PLIF. Donc, lors de l'étude statistique, à 3 mois, à 2 ans et à 5 ans, donc là, on a retrouvé une différence significative entre la dissectomie et la PLIF et le traitement médical pour les lombocytalgies avec un P à 0,05. À 2 ans, cette différence significative se maintient pour toutes les récidives lombalgie ou lombocytalgie avec un P à 0,01%. Pas de différence significative entre le PLIF et le traitement médical. Et à 5 ans, on trouve aussi une différence significative entre la dissectomie et le traitement médical et une différence significative entre la dissectomie et la PLIF avec un P à 0,01. Merci. Devant toutes ces données de la bibliographie et de la série étudiée et le résultat de ce qu'on a fait pour nos 5 patients, Dr Makhlouf va nous résumer en fin de conférence l'attitude actuelle du service. Le premier patient, le travailleur de force, chauffeur de tracteur de 19 ans, est finalement traité médicalement et ne demande rien pour le moment à 7 ans de recul. La lycéenne de 19 ans qui a eu sa dissectomie a retrouvé rapidement sa lordose lombaire avec une lordose de 35 degrés. Elle est à 9 ans post-opératoire et elle est pratiquement asymptomatique. Mais le suivi va continuer. Le troisième patient, c'est notre ouvrier maçon qui souffre depuis 4 ans, qui est traité initialement pour cette grossesse discale par dissectomie simple et qui a récidivé 4 mois plus tard. Et à 8 mois, il est encore sur la table d'opération pour cette fois-ci une arthrodèse TILIF dont les résultats sont pour le moment très satisfaisants. À 9 ans post-opératoire, il est asymptomatique avec une lordose lombaire respectée. L'ouvrier maçon de 36 ans qui a souffert pendant 2 ans et qui est venu directement à la chirurgie, il a eu son PLIF et très satisfait. Il a repris son travail de force dans l'année de sa chirurgie et depuis 7 ans, il est toujours travailleur de force. Il a quelques lombalgies mécaniques quand il arrête de travailler pendant une semaine. C'est dire l'importance de l'activité musculaire pour protéger ce syndrome adjacent radiologique, mais qui est pour le moment asymptomatique. Ce syndrome adjacent a pour seule explication une lordose lombaire incomplètement corrigée, opérée en 2006. Et donc, le dernier cas clinique de cette dame de 42 ans multipare, qui, au terme de 14 ans de lombalgie, a finalement abouti à la chirurgie, une chirurgie d'arthrodèse avec PLIF. Et à 15 ans de recul, cette dame est asymptomatique et surtout, son IRM de contrôle montre un disque sous-jacent totalement sain. Il n'y a pas de syndrome adjacent. C'est la question que l'on cherche à élucider pour valoriser cette chirurgie. La seule explication que nous avons pour le moment, c'est la lordose lombaire bien corrigée. Docteur Makhlouf.
Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour nos grosses hernies discales? Donc aujourd'hui, l'attitude de notre service, c'est de faire une chirurgie de façon formelle chez les patients chez qui la symptomatologie dépasse 12 semaines après traitement conservateur. La chirurgie doit être faite en urgence chez les patients qui développent des signes neurologiques, notamment un syndrome de la queue de cheval ou un déficit radiculaire supérieur ou égal à 3. On propose aussi notre chirurgie chez les patients qui présentent une instabilité de l'unité vertébrale avec un lystésiste supérieur à 3 mm et une symphose supérieure à 5 degrés et pour les récidives de la dissectomie. Les indications relatives de la chirurgie, c'est la sciatique hyperalgique supérieure à 6 semaines. Chez les patients aussi jeunes, inférieurs à 5 ans, avec symptomatologie inaugurale. Et chez les patients avec une longue histoire de sciatalgie traînante chez les travailleurs de force avec retentissement socio-professionnel important. Ces mêmes indications de chirurgie relatives sont celles du traitement conservateur, tant qu'il n'existe pas d'indication chirurgicale formelle. En fait, qu'est-ce qu'on propose à nos patients? C'est en fonction de la présentation, surtout radiologique. Si le patient présente une instabilité ou s'il existe une hernie discale massive avec arrêt complet à la séquence myélo, on propose une arthrodèse. Sinon, la dissectomie peut suffire. De toutes les façons, on ne traite pas les images. Donc, il faut centraliser l'indication sur le patient, au cas par cas, avec importance du suivi au long cours et importance de la collaboration multidisciplinaire chez ces patients. Il faut signaler aussi le rôle primordial de la qualité musculaire pour la pérennité du traitement. La préférence de notre service va à l'arthrodèse en voie postérieure, LIF ou TLIF, avec surtout respect de la correction de la lordose lombaire, qui est le meilleur garant pour limiter au plus long recul l'apparition d'un syndrome adjacent. Donc, comme perspective, il faudra peut-être réaliser une étude multicentrique centrée sur la hernie discale du sujet jeune tunisien dans nos centres référents d'orthopédie avec un non-recul supérieur à 10 ans. Ceci nous permettra d'avoir des indications propres à notre population. Il faudra aussi encourager l'apprentissage de toutes les techniques utilisables pour le traitement de cette pathologie, notamment les techniques mini-invasives, l'endoscopie, les arthrodèses intersomatiques par voie antérieure, etc. Et ceci afin d'adapter la technique chirurgicale au profil de chaque patient. Et on vous remercie. Merci pour l'attention.